8h02, je suis désolé Arnaud, mais Ariel Serder, j'ai gratté un peu pour qu'on puisse se faire plaisir. Ne le soyez avec pas. Arnaud Champesting, un autre Nono et Ticoco Tradition sur Radio Pays. Mais vous êtes tout de même présents pour le dernier grand journal de la rédaction. D'ailleurs, c'est la ligne droite de votre Pays Matin. Ça passe à une vitesse phénoménale ce matin. Vous commencez par des titres. Dans l'actualité de ce lundi 9 septembre, la vie chère est un sujet qui ne concerne pas que la Martinique, territoire qui connaît depuis plusieurs jours des mouvements de protestation contre les prix élevés. Ici, le CLVC, l'association des consommateurs, pointe des écarts de prix qui se creusent entre la Guyane et l'Hexagone. On y revient dès le début de ce journal. Immigration, insécurité et vie chère, le préfet de Guyane s'est exprimé sur de nombreux sujets en cette rentrée. Antoine Poussier était l'invité du Grand Forum, on y revient. Les Jeux paralympiques, c'est fini. On poursuit notre série avec des groupes de Guyanais de passage à Paris pour l'occasion. Cette fois, nous serons avec ceux de la mission locale. Reportage à suivre. Les Yanadok entament la Ligue des Nations de la CONCACAF avec une défaite 1-0 face au Nicaragua. Cap maintenant vers Trinidad et Tobago. On y revient à la fin de ce journal. Voici le 8h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Merci beaucoup Arnaud. Juste après votre journal, Carole Maté sera de retour pour nous parler de ses projets personnels. Carole, s'il y a une chose à retenir pour pouvoir avancer dans ses projets personnels, quelle serait-elle ? Une chose à retenir, c'est se remettre au centre. Se remettre au centre ? Ah ouais, c'est toi qui es au centre. On en parle tout à l'heure. Vous êtes au centre, vous êtes le projet. Vous faites partie du projet et peut-être même que vous en êtes la base. Juste après ce journal, dans le supplément Pays, Pascal Plénette sera mon invité. Pour ceux qui, quand ils ouvrent leur portefeuille ou regardent leur compte, ont les yeux qui piquent, c'est normal. Avec les vacances et la rentrée scolaire qui sont passées par là, il y a des difficultés pour tout le monde. Nous en parlerons, comment redonner un peu de vie et de souffle à ces économies et quels seraient les bons plans pour investir pour cette rentrée 2024. Nous en parlerons avec lui dans le supplément Pays auquel vous êtes conviés comme à chaque fois au 05 94 36 36 06. Et ça tombe bien Arnaud puisque nous parlons de vie chère et vous le disiez en titre, on constate les écarts de prix qui se creusent entre la Guyane et l'Hexagone. Et ce n'est une nouvelle pour personne. Faire des courses en Guyane coûte beaucoup plus cher qu'en France hexagonale. L'INSEE parle d'une différence de 39% pour les prix de la consommation alimentaire. Des chiffres en deçà de la réalité. Selon un récent rapport de l'association CLCV, les prix de 52 produits vendus dans des grandes surfaces guyanaises ont été passés au crible. Objectif, obtenir une mesure précise des écarts de prix entre l'Hexagone et la Guyane. Christian Cavalier est le responsable du pôle consommateur au sein de l'association. Les entreprises augmentent leurs marges et les consommateurs achètent sans rien dire. Il y a certains produits effectivement qui sont estampillés BQP, mais nous avons constaté que un produit BQP dans une moyenne surface peut être beaucoup plus élevé que dans une autre surface où ce produit-là n'est pas estampillé BQP. Alors que le bouclier qualité-prix est censé justement faire en sorte que ces produits de première nécessité aient le même coût qu'en France hexagonale. J'ai remarqué qu'il y a une telle passivité déconcertante. C'est-à-dire qu'on va dans un supermarché, on va s'acheter un jus à 8 € dans un libre-service. On se pose pas la question, pourquoi il est à 8 € alors que partout ailleurs, à 8 €, vous vous rendez compte, une bouteille d'1,5 litre de jus, de pondicitaire, quel qu'on soit, 8 € et vous l'achetez. Vous ne vous posez pas la question, est-ce que ce prix est raisonnable? Non, on achète et puis on se dit, c'est comme ça. C'est une forme de fatalisme exacerbé et c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Il faut se responsabiliser, se dire, écoutez, ce prix-là, on va dans un libre-service, on sait très bien que la bouteille de lait est beaucoup plus chère parce qu'il se fournit au même endroit, donc on va à la source. Christian Cavalier, le membre de l'association CLCV, il répondait à Victor Zamit. Et puis en Martinique, le RPRAC a de nouveau appelé à la mobilisation hier, à l'image de la semaine dernière. C'est devant le carrefour de Dilan à Fort-de-France que se sont donné rendez-vous les manifestants contre la vie chère. Environ une centaine de personnes étaient présentes pour l'heure devant le carrefour de Fort-de-France. Oui, et d'ailleurs, pour ceux qui veulent réécouter l'intégralité de l'entretien que Christian Cavalier a accordé à Victor Zamit, c'était la semaine dernière dans l'invité du 7h. Rendez-vous sur les réseaux de Radio Pays, sur la chaîne YouTube et vous pourrez tout vous remettre dans les oreilles. On parle également ce matin, Arnaud, de ce rapport sur les prix du carburant et du gaz qui provoque une stupeur à la SARA. Dans un communiqué publié hier, la SARA, la Société de raffinerie des Antilles, réagit au rapport de l'Inspection générale des finances qui attribue les prix élevés des carburants et du gaz aux Antilles Guyane à l'activité de raffinage de la société.
La SARA se dit consternée par ce rapport accablant qui préconise à la raffinerie une baisse possible de 14 centimes d'euros par litre. Des conclusions pour le moins hâtives et des recommandations non justifiées, dénonce la SARA. À ce sujet, une conférence de presse est prévue ce lundi matin des députés Davy Riemann et Jean-Victor Castor qui avaient souhaité la publication de ce rapport depuis plusieurs longs mois. Il devrait apporter des analyses et des recommandations. Le préfet a détaillé les sujets de la rentrée. Sécurité, vie chère, avenir des sinistrés de Baduel. Antoine Poussier était l'invité du grand forum vendredi. Le préfet s'est exprimé sur les nombreux sujets qui concernent le quotidien des Guyanais. Les violences quotidiennes qui gangrènent l'ouest guyanais sont une préoccupation majeure. Pour les contrer, les effectifs de gendarmerie y sont renforcés pour gagner en efficacité. On écoute Antoine Poussier. On a annoncé la création de 4 brigades de gendarmerie supplémentaires. C'est une décision du président de la République. La première étant d'ailleurs la brigade fluviale qui est à Saint-Laurent-du-Maroni et qui est mise en œuvre. La deuxième chose, les effectifs judiciaires de la section de recherche, qui est la police judiciaire de la gendarmerie, ils sont renforcés de 8 militaires dès cette année, parce qu'on a pris en compte un peu les échanges qu'on avait eus cette année sur la situation de la sécurité à Saint-Laurent, les horaires d'ouverture de la gendarmerie, de la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni, qui étaient contestés à juste titre. Maintenant, la gendarmerie sera ouverte de 7h à 19h. Antoine Poussier, le préfet de Guyane, était l'invité de Gilles Vernet dans le grand forum à retrouver sur la page Facebook. Dans le reste de l'actualité, Arnaud, à 8h et presque 9 minutes, on parle de ce mineur placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violence avec armes sur d'autres mineurs. Les faits ont eu lieu en mars dernier à Macoria. Selon la gendarmerie, ce jour-là, 2 individus tirent sur 4 jeunes de 12 à 14 ans en pleine rue et les blessent. Début août, l'autre mis en cause qui était en fuite est interpellé à Cayenne. Il est ensuite placé en garde à vue à la brigade de recherche de Kourou. Il reconnaît les faits de violence avec arme, mais il déclare que l'arme lui a été prêtée, indique la gendarmerie de Kourou. Il est déféré devant le juge et fait l'objet d'un contrôle judiciaire jusqu'à son jugement fixé le 13 novembre prochain. Il est placé en foyer en attendant qu'une place se libère au centre éducatif fermé. La FEDOMG interpelle le gouvernement. Si le gouvernement n'est pas encore formé, José Mariema, le président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, s'est adressé dans une lettre ouverte sans tarder au Premier ministre Michel Barnier, récemment nommé par le président de la République. Il alerte sur les difficultés au développement économique de la filière minière et de la lutte contre l'orpaillage illégal. La FEDOMG exige l'application du code minier qui, selon la fédération, permettrait aux services de l'État et aux opérateurs miniers d'agir plus rapidement, de façon collaborative et coordonnée, avec beaucoup plus d'efficacité, en particulier pour répondre aux situations d'urgence et aux défis qui se dressent devant nous. Fin de citation. La coopération Guyane-Amapa se poursuit. Plusieurs rencontres ont eu lieu la semaine dernière entre la CTG et le gouvernement de l'Amapa à l'occasion du salon Expo FERA. Les échanges ont porté sur la COP30, la question pétrolière, la maladie du manioc et tisser des liens, des partenariats commerciaux. Selon le président de la CTG, il s'agit d'adopter une position commune sur des sujets impactants et communs aux 2 territoires. La CTG annonce qu'une plateforme de communication partagée sera mise en place. Il s'agira de partager des informations entre la Guyane et la MAPA dans les domaines de l'économie, le social, la culture et l'environnement afin de favoriser les échanges interrégionaux. Enfin, le président de la CTG et les vice-présidents Roger Aran, Jean-Luc Leveste et Tiara Stingwinkel ont participé hier à la cérémonie de la fête de l'indépendance du Brésil à Macapá. 8h11, les jeunes de la mission locale inspirés par les performances des athlètes paralympiques aux Jeux de Paris. Et oui, ils sont 5 entre 16 et 25 ans à avoir effectué le déplacement dans la capitale. Pendant une semaine, ils ont assisté aux épreuves de paranatation, de paraathlétisme, de tennis fauteuil. Leur voyage a été financé par la ville de Cayenne. Pour rappel, la mission locale aide entre autres les jeunes à s'insérer dans le monde du travail. Et l'objectif de cette excursion était de les sensibiliser au handicap. Étienne Cornec, notre envoyé spécial aux Jeux paralympiques, les a rencontrés et la mission est réussie. Originaire de Cayenne, Émeric, 18 ans, n'est pas forcément passionné par le sport, mais il a été marqué par l'ambiance de l'Arena de la Défense, l'enceinte qui a accueilli les épreuves de paranatation. Oui, c'était ouf, les gens applaudissaient tout le temps. Il y avait beaucoup de gens, malgré le fait que ce soit des Jeux paralympiques et pas des Jeux normaux, comme quoi, même si c'est des handicapés, les gens viennent quand même soutenir. Voilà. Le jeune homme a été impressionné par la performance des athlètes qu'il a vus. Il ne fait pas de différence entre les valides et les personnes en
situation de handicap. J'ai beaucoup aimé les jeux, j'ai aimé la façon dont certains athlètes, il leur manquait des membres, mais à travers leurs gestes, on ressentait quand même l'envie, la combativité, que c'était comme des personnes comme nous, il n'y avait pas de différence, quoi. Brian, 18 ans, lui aussi a apprécié le tennis fauteuil. Voir les gens qui utilisent les deux bras, qui se déplacent avec le fauteuil roulant, plus tenir la raquette, franchement c'était impressionnant de voir. Et en plus c'était rapide et tout, c'était impressionnant à voir. Il a même un message pour les personnes handicapées qui aimeraient faire du sport. En fait, il n'y a pas d'excuse. Si tu veux le faire, faut le faire. Pour Johan, 21 ans, certains athlètes paralympiques savent faire plus de choses que des valides. Il y a même des gens qui ont tout ce qu'il faut pour nager mais qui n'arrivent pas à nager et que eux ils sont handicapés et qui le font quand même. Les jeunes ont été accompagnés par Lydie Fogas, conseillère en insertion à la mission locale. Pour elle, il était important qu'ils vivent l'atmosphère d'un tel événement. Déjà pour une découverte et ensuite pour mobiliser les jeunes vers le sport aussi, de participer, de voir l'engouement quand même le sport paralympique par les gens en mobilité réduite déjà, pour découvrir, pour vraiment participer à ce jeu. Mais aussi pour leur faire connaître le handisport. Ils ont touché l'handicap. Je vais prendre l'exemple, le Brésilien, le nageur là, qui n'a pas de bras, il n'a pas ses bras, et nager, être médaille d'or, c'est fabuleux, c'était une grande découverte pour eux. Ils en parlent jusqu'à maintenant, donc c'était une très très belle découverte pour eux. Le groupe est rentré en Guyane hier. Un reportage d'Étienne Cornec auprès des jeunes de la mission locale. Étienne que vous pouvez retrouver avec son compagnon Capi dans Chrono Olympique. Il nous présentait Béatrice S, championne paralympique la plus médaillée au monde. Et elle est française, c'est à retrouver sur les plateformes streaming de Radio Pays. L'histoire est un peu moins belle pour Nuyana Doko, puisque la sélection de Guyane s'est inclinée face au Nicaragua. Oui, tout s'est joué dans les arrêts de jeu suite à un cafouillage dans la surface de réparation. Les Yana Doko entament donc la compétition par une défaite 1-0, malgré la solidité défensive du Nicaragua. Les Guyanais ont tout de même eu quelques occasions d'ouvrir le score, occasions manquées puisqu'ils ne sont pas parvenus à tenir tête à leur adversaire. L'unique but est inscrit à la fin du match durant les arrêts de jeu. Côté statistique, le Nicaragua fait 62% de possession de balle contre 38% pour la Guyane. Rien n'est donc joué à ce stade de la compétition puisqu'il reste encore 3 matchs à disputer. Actuellement à Tobago, ils joueront face à l'équipe de Trinidad demain. Hubert Contou, ancien conseiller technique à la Ligue de football de Guyane, nous a fait part de son analyse de ce match. Nous l'écoutons. Au football, il faut concrétiser les occasions qu'on a. Et en plus, on prend un but alors qu'on est 10. Enfin, le joueur blessé n'a pas été rapidement remplacé. Et on est 10. Donc ça panique un peu et on prend un but dans une espèce de cafouillage, quoi. Beaucoup de jambes dans la surface de réparation et Donovan ne voit pas arriver le ballon. Donc c'est dommage parce que sur un match comme ça, normalement, au minimum, on devrait faire un match nul. Le fait que des joueurs arrivent de clubs différents, contrairement aux sélections qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc il y a une cohésion qui se fait de manière naturelle. Nous, on a des joueurs qui arrivent, des joueurs qui intègrent, d'autres qui sortent. Donc c'est compliqué d'avoir de la cohésion. Un bon schéma de jeu collectif, c'est compliqué chez nous. Donc on a tendance à passer trop rapidement de la récupération du ballon à la longueur du terrain, quoi. Alors qu'il faut des phases préparatoires qu'on ne respecte pas toujours. Jean-Claude, il connaît le foot aussi, hein. Donc et Steve aussi, donc il maîtrise bien. Hein. Je ne pense pas qu'il puisse avoir un problème de coaching, quoi. En fait, la difficulté, c'est vraiment les joueurs qu'ils apprennent à se trouver. Je pense qu'ils vont travailler là-dessus, ils connaissent le football, hein. Donc il y a aucun problème. Mais ça me fait plaisir de voir que il y en a que j'ai eu à 15 ans, à 12 ans et qui sont maintenant en sélection. Une réaction recueillie par Linley Berthier, puis retrouver les réactions, les commentaires, les analyses dans Pays Sport ce soir à 18h15 sur Radio Pays. Allez, on termine avec cette belle exposition du tambour à la peinture. Il n'y a qu'un pas. À partir d'aujourd'hui, Anne Cyclette Tambouyen est président de la Fédération des arts traditionnels créoles guyanais et Nicolas Rowe, artiste peintre autodidacte originaire de la Côte d'Ivoire, propose une exposition d'œuvres de peinture sur toile et de tambours traditionnels. Un projet qui a pris 9 mois pour mûrir, où les artistes mettent en avant des scènes de vie de la culture africaine et guyanaise. Le vernissage a eu lieu vendredi dernier au centre Pagaré à Rémière-Montjoly. Une expo à voir jusqu'au 27 septembre. Merci beaucoup Arnaud. On vous retrouve juste avant le Allo Malik de Malik Kataye, mais également dès demain matin 5h au tout début de ce Pays Matin. Carole, vous allez bien? Vous êtes là toujours? Oui, toujours là. J'étais à l'écoute des résultats du Doco. Je me demandais s'il y avait eu du monde.
ça Oui, ou pas? oui, c'est une bonne question. On la posera à Lynn Lébertier, tiens. On a aperçu un peu les tribunes en images. Oui. C'était, on va dire... C'était timide. En oui, même temps, voilà. il remettait une match vendredi à 16h. Ouais, On dit bravo à ceux qui étaient là. Bravo, mais franchement, bravo d'être allé... Qui ont pu être là en tout cas. Oui, ouais, franchement, oui. Bien joué. Bien joué. Et oui. Ouais. C'est important d'encourager nos sportifs. Rendez-vous ce soir 18h15 pour parler justement, on fait le débrief de ce match avec Jean-Marc Pham, Lynn Lébertier également présente à ses côtés pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Bon, il a fait, mais mieux se projeter dans ce qui va se passer et même très bien avec nous Yana Doko. Il faut nous faire dire nos équipes, même si t'arrêtes par moment, faut nous rester là et puis on n'y a pas qu'à changer, on n'y a pas qu'à bouger. Merci beaucoup Arnaud. 8h17. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Carole, on continue de parler des projets personnels dans 3 minutes sur Radio Pays. Je vous ai vu écrire, vous en aurez des choses à dire.